Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et c'est un texte déjà ancien puisqu'il date de 1957 et qui demeure pourtant d'une surprenante actualité dont nous avons parlé aujourd'hui. Son auteur n'est autre que David Ben-Gourion qui le publia dans une revue, c'était la revue Molad à l'époque, il y a donc 67 ans. Et le premier dirigeant israélien y expose, et c'est là tout l'intérêt de ce texte, y expose sa vision de l'État et de l'avenir du peuple juif, texte désormais disponible en français grâce au travail de Pierre Lursa, essayiste, traducteur, éditeur, directeur de la bibliothèque sioniste, que nous sommes heureux de retrouver sur Mosaïque. Bonjour Pierre Lursa. Bonjour Antoine Mercier. Alors, vous mettez donc à la disposition, je le disais, du public francophone, deux textes tout à fait fondamentaux dont nous allons parler, qui éclairent la manière dont le fondateur de l'État d'Israël concevait le sionisme. Il révèle ces textes une facette assez curieusement méconnue d'ailleurs de la pensée de Ben-Gourion, celle d'un visionnaire sioniste qui n'a jamais cessé de s'interroger sur la survie du peuple juif à travers l'histoire, le miracle du retour aussi sur sa terre après 2000 ans d'exil. Alors je voudrais d'abord, en exergue de cette émission, citer une simple phrase que vous reprenez d'ailleurs dans votre préface. Celui qui ne voit pas la vision de la rédemption messianique au centre du particularisme de la nation est aveugle à la vérité fondamentale de l'histoire juive et à la pierre angulaire de la foi juive. Ben-Gourion, il le dit explicitement, a une vision messianique de l'État, de l'histoire d'Israël. Pour lui, d'ailleurs, l'État d'Israël, c'est bel et bien déjà le début de cette rédemption. Comment est-ce qu'on peut décrire globalement cette vision, Pierre Lursa? Alors voilà, on entre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de préambule. Oui, ce qui m'a frappé en traduisant ces textes, c'est que on pourrait dire aujourd'hui dans le vocabulaire un peu réducteur qui est aujourd'hui celui des médias, Ben Gurion c'est un juif messianique. Ce qui évidemment peut sembler paradoxal parce qu'on a toujours des petites cases bien rangées, juif laïque, juif religieux, et Ben Gurion on le met toujours du côté du juif laïque. Et on pense toujours au sionisme de Ben Gurion comme le sionisme laïque, celui du sionisme socialiste, de ces juifs qui se sont libérés du joug des mitzvot et pour essayer de créer un homme nouveau, un juif nouveau. Et puis là, en lisant ces textes et en les traduisant, je me suis aperçu que c'était pas du tout, c'était beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas beaucoup moins simpliste, et que Ben Gurion était vraiment habité par les prophètes d'Israël. Hein, et il y a un texte d'ailleurs que j'ai pas introduit dans le recueil, mais que j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt, dans lequel il commente la vision prophétique de Isaïe. Et on voit que son livre, quand on dit son livre de chevet, c'était la Bible, ou un de ses livres de chevet, c'était la Bible, c'est presque réducteur parce que la Bible l'habitait véritablement. Et notamment les livres prophétiques de la Bible l'habitaient vraiment, je dirais, dans sa vie quotidienne. Et ce qu'on voit, en fait, ce que j'ai compris en lisant et en traduisant ces textes, c'est que David Ben Gurion, finalement, sa vision de l'État d'Israël, c'était celle d'un juif qui était habité par la foi, comme il le dit, la foi parfaite, je crois d'une foi parfaite, des Munash Lema, que le peuple juif, d'une part, est un peuple d'élection, Am Segula, et qu'il a une vocation messianique, qui est qui a été décrite par les prophètes d'Israël, et que l'avenir du peuple juif et l'avenir de l'État d'Israël, c'est de devenir la lumière des nations. Et d'ailleurs, c'est une expression qui revient pas très souvent, mais en tout cas, c'est de devenir le peuple qu'ont entrevu les prophètes d'Israël à l'aube de notre histoire. Donc finalement, il y a une continuité tout à fait frappante entre la façon dont les prophètes d'Israël ont décrit le rôle d'Israël parmi les nations et la vision que David Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, avait de la place du peuple juif et du rôle de l'État d'Israël. Alors on va préciser, parce que vous le disiez, c'est une vision qui s'incarne dans un esprit socialiste, hein, au sens traditionnel, on peut même dire imprégné à l'époque de marxisme encore, un esprit plutôt laïque, même s'il connaît parfaitement le texte biblique, et les prophètes notamment. Comment est-ce qu'on peut imaginer de concilier comme ça une vision, bon, pas forcément matérialiste, mais en tout cas assez laïque, avec l'idée du messianisme? On a du mal, comme ça, spontanément, à faire la jonction entre les deux. Comment il la faisait lui-même, David Ben-Gurion? Eh bien, en fait, la conclusion à laquelle je suis parvenu personnellement en étudiant ces textes, en les traduisant, c'est que Ben Gurion n'était
pas un juif laïque à proprement parler, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, il était un juif qui croit dans le credo fondamental de la rédemption et de la vocation messianique d'Israël. Donc, et à côté de cela, la question tout à fait aujourd'hui, quand on parle de Theodor Herzl, on parle de David Ben-Gurion, on parle de Jabotinsky, on se demande quel genre de juifs ils étaient, est-ce qu'ils allaient à la synagogue, est-ce qu'ils mettaient les téphilines, ce genre de questions tout à fait triviales qui à mon sens, est dérisoire. Parce que la véritable question, c'est de savoir quelle est la vision qui les a animés dans leur parcours sioniste. Et dans le cas de David Ben-Gurion, c'est frappant que c'est la Bible. Alors, dans ses souvenirs, il raconte effectivement, dans ses souvenirs d'enfance, il allait à la synagogue, il a reçu une éducation traditionnelle, il a été au Cheder, il a été à l'école juive, et après, bon, évidemment, il s'est émancipé des mitzvot, comme on disait à l'époque. Il est devenu un juif libre, entre guillemets. Mais du point de vue de la croyance, elle n'a pas changé. Alors, effectivement, il y a un petit vernis de sionisme socialiste. Enfin, bon, il est devenu un sioniste socialiste. C'est la branche du sionisme à laquelle il a adhéré. Mais ça n'a pas modifié fondamentalement son rapport au texte fondateur et au texte des prophètes. Alors, je dirais pas qu'il y a plusieurs périodes dans sa vie, je dirais simplement que ce substrat, ce fond de judaïsme et de judaïsme de la Bible et des prophètes, il était tout le temps présent. Et peut-être qu'il est réapparu de manière plus prégnante à partir des années 40, à partir du moment où le combat pour la création de l'État d'Israël est devenu son combat principal, qui a peut-être mis de côté d'autres combats qu'il a eu auparavant, quand l'État d'Israël est devenu une réalité. Et c'est là qu'il a commencé vraiment, et ce qui m'a aussi beaucoup touché dans ses textes, c'est qu'on sent que le dirigeant, le fondateur de l'État d'Israël, s'interroge presque en temps réel sur la signification de ce miracle. Et donc, c'est quelqu'un qui se demande finalement comment est-ce que c'est possible, tout ce qui nous arrive. Donc, il n'a pas, je dirais, il y a une espèce aussi, quelquefois, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qu'on découvre de Ben Gurion, c'est que, à côté c'est certainement c'est certes un grand dirigeant qui est persuadé de jouer un rôle de premier plan, donc il est conscient du rôle qu'il remplit, mais en même temps il sait qu'il est aussi l'acteur d'événements qui le dépassent. Et donc il s'interroge sur la signification et sur le miracle israélien, comment est-ce que c'est possible que notre peuple redevienne souverain après 2000 ans d'exil. Et la réponse, il la trouve de manière très, très claire dans ce qu'il appelle la vocation messianique d'Israël. Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut faire la jonction tout de même, c'est par exemple l'idée d'une société où il y aurait la justice sociale, qui serait une société modèle quant à la manière dont sont organisés les rapports entre ces citoyens. Je pense que là, il y a quelque chose qui unifie ces visions prophétiques, Tzedaka ou Mishpat, et puis la vision qu'on peut imaginer d'un penseur idéaliste socialiste. Euh, alors, Alors oui et non, c'est-à-dire que je dirais que effectivement, bien sûr, quand il parle, et d'ailleurs c'est un des éléments de son débat avec le professeur Yechiel Kaufman, qui était un intellectuel israélien très connu à l'époque. Euh, Kaufman dit la particularité du peuple juif, c'est sa religion. C'est uniquement la dimension religieuse, et Ben Gurion s'élève contre cette idée et dit non, pas du tout, il n'y a pas que la dimension religieuse, il y a la dimension nationale. Et un autre point de débat, c'est de savoir, est-ce que dans le judaïsme, est-ce qu'il y a une séparation entre la morale et la religion? Et Ben Gurion, là, dit, il n'y a aucune séparation. Dans le judaïsme, dans le peuple juif, la morale et la religion sont inextricablement liées. Et donc, effectivement, il y a cette idée d'une justice sociale, et bien sûr, on peut le rapprocher de ces conceptions sionistes socialistes, mais si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que chez tous les pères fondateurs, et c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a frappé en traduisant Ben Gurion, c'est que auparavant, j'avais surtout traduit des textes de Jabotinsky, et finalement, et puis par ailleurs, je me suis intéressé à d'autres pères fondateurs, à d'autres penseurs sionistes comme le Rav Kook, et finalement, on s'aperçoit, et Herzl aussi, ils sont tous animés par cette idée de créer un État qui sera un modèle de justice sociale, qui sera un modèle, qui sera un État pas comme les autres, un État donc un État différent. Et donc, on pourrait dire que ça, c'est le dénominateur commun chez tous les pères fondateurs, chez tous les théoriciens du sionisme, c'est l'idée d'un État qui sera un État modèle. Alors Voilà. après,
ils vont peut-être pas tous mettre le même sens dans cette notion, mais en tout cas, ils sont tous d'accord là-dessus. Et je ne connais pas un père fondateur de l'État d'Israël et du sionisme qui ne pense pas que l'État juif devait devenir un État modèle. Tout ça, effectivement, ça transcende un peu les clivages politiques traditionnels actuels. Ben Gurion souligne par exemple qu'il y a des laïcs et des religieux qui sont sionistes et d'autres qui ne sont pas sionistes, laïcs comme religieux. Ça lui fait dire cette phrase aussi, le lien avec la terre et la langue hébraïque ne sont pas conditionnés par la relation avec la tradition et avec la loi juive. Est-ce que ça ne peut pas inspirer tout cela, finalement, cette pensée dont nous parlons, euh, la société israélienne aujourd'hui pour surmonter peut-être les divisions qu'elle a connues il y a quelque temps et qu'elle connaît encore maintenant? Alors, oui, bien sûr, c'est peut-être un élément de réflexion, une piste de réflexion. Et effectivement, je pense que, mais avant même de parler peut-être de l'inspiration que peut donner Ben Gurion, je dirais que même de manière encore plus fondamentale, moi, ce que j'ai compris, et c'est un petit peu d'ailleurs le but que je me suis donné en créant la bibliothèque sioniste, donc bien avant la guerre actuelle, c'est de revenir aux textes fondamentaux, c'est de revenir aux pères fondateurs, et c'est aussi de les rendre accessibles au public francophone. Et quelque part, c'est aussi de réaliser que le sionisme est toujours d'actualité, parce qu'on a un petit peu perdu de vue le fait que l'existence d'Israël n'était pas encore assurée. On a cru un petit peu à tous ces chantres de la paix maintenant qui nous ont dit que finalement, ça y est, Israël était devenu un État puissant et fort et qui pouvait donc se montrer généreux avec ses voisins, avec ses ennemis. Et tout d'un coup, on a réalisé le 7 octobre que tout ça, c'était une belle construction intellectuelle, mais qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et donc finalement, on est en train de vivre depuis 10 mois, depuis bientôt un an, une deuxième guerre d'indépendance. Et c'est ça qui m'a convaincu que David Ben Gurion était vraiment le penseur sioniste qu'il fallait aujourd'hui faire découvrir au public francophone, c'est-à-dire le fait que on a besoin d'une pensée sioniste qui revient au béaba. Le béaba, c'est être un peuple souverain sur sa terre, c'est avoir une armée suffisamment forte pour nous défendre et pas, comme on a dit pendant ces dernières décennies, Tsava, Katan, Verachab, une petite armée intelligente, enfin, etc. Tous les sujets qu'on a eu déjà l'occasion de développer dans cette émission. C'est-à-dire que finalement, euh, fondamentalement, la situation d'Israël dans le monde depuis 75 ans, elle a changé et elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont restées permanentes et il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le danger existentiel, ce que tout le monde a compris au lendemain du 7 octobre. Et face à ce danger existentiel, eh bien, il faut revenir au credo fondamental du sionisme, qui est à la fois celui de la nécessité d'avoir une armée forte, la nécessité et aussi la nécessité d'une vocation particulière de l'État d'Israël, parce que, et c'est ça qui est frappant chez Ben Gurion, c'est que chez lui, quand il parle de Am Segula, quand il parle d'un peuple d'exception, ou d'un peuple particulier, d'un peuple, c'est difficile de traduire cette expression en français, mais tout de suite, les trois exemples qu'il donne, c'est aussi dans un des textes qui est traduit ou que j'évoque dans la préface, c'est pour lui les trois choses qui manifestent que nous sommes en train de redevenir ou de devenir Am Segula, le peuple d'exception, donc selon la mission qui nous a été donnée à l'aube de notre histoire, c'est la culture de manière générale, la réalisation, les prouesses intellectuelles réalisées en Israël, et bon, à l'époque, dans les années 50, hein, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites. Le deuxième exemple, c'est ce qu'il appelle l'implantation ouvrière. Donc là, il est un bon sioniste socialiste. Pour lui, c'est ça la réalisation principale, c'est l'implantation ouvrière, ce qu'on appelait le Ityashvut Ha'ovedet. Et le troisième élément, c'est Tsahal. Donc, pour David Ben Gurion, Tsahal, c'est pas seulement un outil sécuritaire, c'est aussi la manifestation du caractère spécifique du peuple juif et de l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, on comprend d'ailleurs pourquoi ça a rendu furieux tous les professeurs de l'université hébraïque avec lesquels il avait un débat très amical. C'est que, aux yeux de Ben Gurion, non seulement la force militaire, c'est une nécessité indispensable pour survivre,
mais en plus, c'est la preuve que nous sommes Am Segula, que nous sommes un peuple d'exception. Et il le dit. On va reparler de ce débat peut-être dans un instant. Je voudrais juste faire une parenthèse à ce niveau-là. Quand vous parlez de peuple d'exception, de peuple modèle, on est frappé, et ceux qui sont pas hostiles à Israël nous font la remarque évidemment dans les commentaires qu'ils nous font. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, ce peuple modèle devient finalement un anti-modèle dans le monde. Quand on regarde les réactions que provoque sa résistance, sa défense, comment est-ce qu'on peut continuer à penser cela alors que finalement la réalité montre qu'au contraire, Israël n'est pas compris? Moi, je serais C'est une beaucoup moins. parenthèse. Oui, mais je suis pas du tout sûr que Israël n'ait pas compris. D'ailleurs, je l'ai écrit il y a pas très longtemps. Je pense que Israël est d'autant plus compris et même admiré qu'il se défend et qu'il contre-attaque. Et donc, je pense précisément, évidemment, il y a une hostilité à Israël qui a ressurgi, qui était toujours là, mais qui a ressurgi avec plus de vigueur depuis le 7 octobre. Mais il y a aussi le mouvement inverse de beaucoup d'admiration pour Israël, précisément parce qu'Israël se bat et parce qu'Israël se défend, et ce qui n'est pas le cas de toutes les nations occidentales qui affrontent les mêmes ennemis que nous. Donc, je suis pas aussi convaincu que ça que le discours de Ben Gurion sur Tsahal, l'exaltation de Tsahal comme manifestation du caractère particulier et exemplaire d'Israël n'est pas d'actualité. Au contraire, je crois d'ailleurs que c'est tout à fait d'actualité. Et par exemple, quand il écrit je vois dans l'armée non seulement la forteresse qui assure notre sécurité, mais également une force éducative élevant l'homme juif, un ciment unissant la nation, c'est tout à fait vrai aujourd'hui. On voit bien que c'est Tsahal qui unit la nation d'Israël, et que tout le clivage qu'on a vécu avant le 7 octobre, c'est grâce à Tsahal qu'on peut espérer peut-être les surmonter. On va en reparler. Vous revenez dans votre préface aussi sur le débat qui s'est tenu dans les années 50 entre Ben Gurion donc, et les professeurs de l'université hébraïque dont vous parliez tout à l'heure, qui l'accusaient d'avoir détourné à des fins politiques l'idée messianique juive pour donner naissance à une sorte de messianisme politique, on va dire, qui était aux yeux de ses professeurs un peu l'antichambre d'un totalitarisme nouveau. Vous publiez également donc la réponse dans ce livre de Ben Gurion à ces accusations. Comment est-ce qu'il répond donc, David Ben Gurion, quand on l'accuse de détourner le messianisme finalement à des fins politiques? Oui, alors peut-être il faut resituer un petit peu ce débat qui est un peu oublié aujourd'hui. En fait, les contradicteurs de David Ben Gurion, qui étaient des gens comme Nathan Rothenstreich, mais aussi comme Gershom Scholem, qui est plus connu aujourd'hui, et finalement, tous avaient un petit peu adopté l'idée phare de Jacob Talmont dans son fameux livre sur la démocratie totalitaire. Et à leurs yeux, ce qui peut nous paraître un peu étonnant aujourd'hui, mais pas tout à fait, je dirais qu'ils faisaient de Ben Gurion l'illustration du danger de la démocratie totalitaire. Donc, ils exaltaient un petit peu, aujourd'hui, on dirait, et c'est d'ailleurs ce qui rend ce débat très actuel, c'est que finalement, les reproches qu'ils adressaient à Ben Gurion, c'est un petit peu les mêmes reproches qu'on entend aujourd'hui adressés à Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire à la fois un pouvoir qui dure très longtemps, et Netanyahou, il a encore fait plus fort que Ben Gurion, il a été encore plus loin. L'autoritarisme de Ben Gurion à son époque, et aussi donc le danger messianique. Et dans l'idée de Jacob Talmont, le messianisme, c'est toujours quelque chose de dangereux. Et là, peut-être aussi, c'est une idée qu'il emprunte à Gershom Scholem dans son livre sur sa bataille de Tzvi. Donc, si vous voulez, je dirais qu'il y a un débat intellectuel qui est très marqué de cette époque, et qui très vite devient un débat politique parce que Ben Gurion devient l'incarnation du mal, de manière très excessive. D'ailleurs, il y a des citations tout à fait qui peuvent paraître très choquantes. Aujourd'hui, on a l'impression que Ben Gurion, c'était vraiment l'ennemi à la fois de la démocratie, l'ennemi presque du peuple juif, enfin, des choses tout à fait délirantes. Il y avait aussi à l'époque des grandes manifestations d'étudiants qui scandaient Demokratia, Demokratia, et qui allaient même jusqu'à dire Heil Ben Gurion. Enfin, il y avait des choses très choquantes qu'on a retrouvées ces dernières années en Israël. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr le parallèle entre les deux époques, et puis le fait que finalement, aux yeux de ces intellectuels de l'université hébraïque, le messianisme, c'était quelque chose de dangereux. Et donc finalement, ils s'opposaient, pour résumer en une phrase leur opposition à Ben Gurion, ils pensaient que le peuple juif et que l'État d'Israël ne pouvait pas représenter un projet collectif. Pour eux, dès qu'il y avait une dimension collective, ça devenait dangereux. Et c'est ça qui désignait un petit peu par l'expression de messianisme politique. Et évidemment, aux yeux de Ben Gurion, il y avait
évidemment une dimension collective qui, quelquefois, avait préséance sur la dimension individuelle, sur les droits des individus. Donc, effectivement, il y a un conflit latent entre l'individu et la collectivité. Et pour Ben Gurion, effectivement, la collectivité devait primer lorsque ce conflit était irrésoluble, était insoluble. Donc, effectivement, il y a une opposition. Aujourd'hui, on dirait, c'est d'un côté le primat du collectif, de la nation, de l'État, contre le primat des droits individuels. Donc c'est un débat très actuel. Sauf qu'aujourd'hui, je dirais que le curseur s'est déplacé et tout le monde est beaucoup plus sensible aux droits des individus. À l'époque de Ben Gurion, ce n'était pas le cas. À l'époque de Ben Gurion, les intellectuels de l'université hébraïque étaient très minoritaires dans leur point de vue. Aujourd'hui, on pourrait dire que leurs idées ont triomphé. C'est aussi ça, d'ailleurs, ce qui m'a intéressé en traduisant ce livre, c'est finalement, je dirais que on avait déjà à cette époque l'éthos post-sioniste qui a triomphé dans les années 1990. Et à mes yeux, ce que nous vivons aujourd'hui depuis le 7 octobre, c'est la parenthèse post-sioniste qui est en train de se refermer. Et c'est aussi pour ça que je trouve que Ben Gurion est très actuel aujourd'hui, parce qu'il peut représenter le retour au sionisme d'antan, après que est en train de se refermer la parenthèse post-sioniste qui a duré pendant 3 décennies. Qu'est-ce qu'il y a après le post-sionisme? Alors voilà, ça c'est la grande question. Est-ce que le post-sionisme, est-ce que refermer la parenthèse post-sioniste, ça veut dire simplement revenir en arrière à ce qu'on avait avant, par exemple revenir à la Cour suprême des années 50 et 60 qui n'empiétait pas sur le domaine du politique, ou par exemple revenir au statu quo entre laïcs et religieux tel que l'avait défini Ben Gurion, ou alors est-ce que c'est franchir encore un nouvel échelon? Et de ce point de vue-là, Ben Gurion, lui, il est très clair. En fait, ce qu'il appelle la vocation messianique de l'État d'Israël, c'est aussi ce que Jabotinsky appelle de son côté le sionisme suprême, ou c'est ce que le Rav Kook exprime quand il dit que l'État d'Israël devra être le socle de la royauté sur terre. Donc, cette idée exprimée par tous les grands pères fondateurs, sous des formes différentes, avec des termes différents, mais finalement qui est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dimension du sionisme. Une fois qu'on aura réalisé le kibbutz galouyot, le réassemblement des exilés, auquel a œuvré David Ben Gurion, une fois qu'on aura assis de manière pérenne notre sécurité, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas, alors on pourra s'atteler à la tâche de devenir effectivement Am Segula et de devenir un État qui pourra être un modèle pour toutes les nations de la Terre. Et on n'y est pas encore. Soit nous serons un peuple d'élection, dit-il, Ben Gurion, soit nous ne serons pas un peuple. C'est une phrase extraordinaire de penser qu'il n'y a de peuple d'Israël que dans l'acception qu'il représente, et sinon, c'est plus un peuple. Oui, on peut l'interpréter, ou alors on peut donner un sens un tout petit peu différent, c'est-à-dire finalement, on ne peut pas échapper à notre vocation messianique. Et c'est aussi très actuel parce que rappelons-nous ce qui s'est passé la veille du 7 octobre. On voulait empêcher des Juifs de prier le jour de Kippour sur la place d'Isengov. Quelque part, je pense que les gens qui voulaient empêcher ces prières, c'était pas non plus par sadisme ou par méchanceté, c'est parce que quelque part, ils voulaient dire, nous, on veut être juste simplement des Occidentaux qui vivent à Tel Aviv, on veut pas être des Juifs en prière avec un talit et des téphilines, ou pas de téphilines le jour de Kippour, mais donc c'est toujours ce même débat. Est-ce que Israël doit être l'État du peuple juif ou est-ce qu'il doit être un État comme les autres? Et de ce point de vue-là, Ben Gurion reste toujours aussi actuel. Et sa réponse, elle est claire. Et donc il dit effectivement, on sera un peuple d'élection ou on ne sera pas. Donc ça veut dire, on n'a pas d'autre choix finalement. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que David Ben Gurion en vienne à cette conclusion, puisqu'il est nourri de la lecture des prophètes qui disent exactement la même chose. Israël, soit il ira dans la voie que Dieu lui a tracée, soit il sera annihilé par ses ennemis, tout simplement. Soit il n'aura plus effectivement de raison d'exister. Alors je retiens encore cette phrase de Ben Gurion dans les textes que vous publiez. Aucune rédemption n'est possible pour notre peuple, aucune paix, aucune sécurité ne lui sont garanties sans rédemption pour le monde entier, sans garantir une paix universelle et sans faire régner la paix et l'égalité entre les peuples. C'est une tonalité, donc on voit bien, tout à fait universaliste de cette notion d'exception, parce qu'il faut toujours relier la notion d'exceptionnalité à l'exception d'universalité. Mais cette dimension, vous dites effectivement, vous faites des comparaisons entre le passé et aujourd'hui, mais cette dimension d'une vision universaliste, on ne l'entend pas forcément toujours aujourd'hui dans les discours de ceux qui prétendent défendre le particularisme et l'exception juive. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est une question un petit peu complexe. C'est vrai que
aujourd'hui, on a l'impression, mais est-ce que cette impression est fidèle? Est-ce qu'elle est vraiment fondée? On a l'impression que ceux qui se revendiquent euh, du, du messianisme juif, ils le font toujours au nom de valeurs particularistes. Voilà, c'est un petit peu la vision caricaturale qu'on a aujourd'hui. Et donc, on voudrait que le messianisme d'Israël se prenne aussi une dimension universelle. Mais finalement, cette opposition, elle a quelque chose de factice. Et d'ailleurs, Ben Gurion lui-même le dit très bien, puisque en fait, il parle d'un lien organique entre la rédemption nationale juive et la rédemption collective de l'humanité. Et ça, c'est aussi un point crucial pour comprendre ce que dit Ben Gurion, c'est-à-dire que ce n'est pas un représentant de cette tendance très très répandue qui dit le rôle d'Israël, c'est de donner à l'humanité des valeurs de justice, les valeurs des prophètes, en effaçant quelque part sa dimension nationale, sa dimension particulariste. Donc ça serait quelque chose de tout à fait banal. Ce serait, je dirais même l'antithèse du sionisme politique. Ben Gurion dit au contraire, c'est en redevenant un peuple souverain sur notre terre que nous allons assumer notre rôle de peuple d'élection, et il ne voit pas d'opposition entre ce qu'il appelle la rédemption nationale, c'est-à-dire la construction de notre État, et de l'autre côté, la rédemption collective de l'humanité. Pour lui, les deux sont liés, les deux sont interdépendants. Et de ce point de vue-là, je dirais que on pourrait dire que Ben Gurion a une vision qui presque on pourrait dire qu'il va encore plus loin peut-être que la fameuse conception du Rav Kook qui parle des trois tendances au sein du peuple juif, tendance nationale, tendance universaliste et tendance religieuse. Eh bien, chez David Ben Gurion, on s'aperçoit que les trois tendances doivent œuvrer dans le même sens. Et finalement, il y a le clivage est quelque part dépassé. Et si on essaye de se rappeler, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il dit lui-même, Ben Gurion dit quelles sont les deux lois les plus importantes, ce qu'il appelle les lois fondamentales, pas au sens juridique, mais au sens très simple. Quelles sont les lois fondamentales dont il est le plus fier de les avoir fait voter? C'est la loi du retour, hein, et la deuxième, c'est la loi sur l'éducation publique. Donc, le rôle éducatif de l'État d'Israël, qu'il voit aussi d'ailleurs dans Tsahal, comme on l'a dit tout à l'heure, et le fait que tous les Juifs du monde ont vocation à venir s'installer en Eretz Israël, en terre d'Israël, pour lui, c'est ça les deux lois les plus importantes de l'État d'Israël. Euh, alors, Je- d'ailleurs, c'est... Oui. Non, je voudrais vous dire, bon, on arrive un peu vers la fin de l'émission. Je vais vous demander finalement pourquoi est-ce que Ben Gurion aujourd'hui n'est pas finalement repris, cité même dans la vie politique israélienne. On a l'impression qu'il reste un peu en arrière-fond, alors que, comme on vient d'essayer de le montrer, il déploie toute une vision qui pourrait politiquement aujourd'hui encore avoir une sorte de position forte qui rassemblerait d'ailleurs une grande partie des Israéliens. Est-ce que ce texte que vous avez traduit donc en français et existe évidemment en hébreu. Est-ce qu'il est connu en Israël, ce texte de Ben Gurion? Je dirais qu'il est peut-être connu des connaisseurs. Moi, je l'ai trouvé dans un livre un petit peu, un livre un peu académique comme ça sur le sujet du messianisme et de la mamlartiout, le fameux concept que Ben Gurion avait développé. Donc, c'est pas un texte qui est connu du grand public, non. Effectivement, redécouvrir les pères fondateurs, moi je le fais en français parce que c'est ma langue maternelle, mais ça peut intéresser aussi les Israéliens de langue maternelle hébreu. Et pour répondre plus précisément à votre question, je pense que si Ben Gurion a été un petit peu oublié, c'est peut-être à cause du fameux débat avec les professeurs de l'université hébraïque. C'est une question que je me suis posée moi-même. D'ailleurs, on lui a donné, on respecte le père fondateur, il est quelque part un peu, on l'a panthéonisé, il est dans le panthéon de l'État d'Israël, mais on a oublié que c'était aussi un penseur qui avait posé des questions cruciales et qui restent très actuelles. Et peut-être que c'est les professeurs avec lesquels il a débattu qui ont voulu amoindrir un peu sa stature intellectuelle, et peut-être que quelque part le triomphe des idées post-sionistes depuis les années 90, ça a aussi relégué au second plan le message que tous les pères fondateurs voulaient nous donner. Et peut-être qu'aujourd'hui, par un retour de balancier, on revient à une époque où on a besoin de réécouter ce que nous ont dit Theodor Herzl, David Ben Gurion ou Vladimir Jabotinsky. Voilà. Grâce à vous, donc Pierre Lursa, et grâce à cette collection, la bibliothèque sioniste que vous dirigez, donc vous avez sans doute des projets encore. Vous avez publié donc Jabotinsky notamment, et puis ce livre sur Ben Gurion. C'est une œuvre de longue haleine. Vous avez beaucoup de textes encore à produire sur cette collection.
Oui, les idées ne manquent pas, mais j'attends toujours le déclic qui me dit que c'est ce texte-là qui doit apparaître maintenant. Et c'est un petit peu le déclic que j'ai eu après le 7 octobre, c'est de me dire c'est Ben Gurion aujourd'hui qu'il faut entendre, qu'il faut réécouter. C'est lui qui est actuel aujourd'hui pour les événements que nous vivons. Voilà pourquoi nous en parlons sur Mosaïque aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Lurçat. Donc merci à tous pour votre attention. Je rappelle le titre donc de ce livre qui est donc une reprise de plusieurs articles de Ben Gurion que vous publiez, que vous avez préfacé, que vous avez traduit dans le cadre de cette bibliothèque sioniste, l'État d'Israël et l'avenir du peuple juif. Et vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien pour vous le procurer. Merci encore et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.